Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J aujourd'hui. Depuis ce funeste 7 octobre, où nous avons senti le sol s'échapper sous nos pieds, ce matin-là de Simchat Torah, la fête a tourné au cauchemar. Le Hamas venait de lancer 3000 terroristes pour la pire des attaques. Un bilan inimaginable, 1200 tués, 240 otages. Le peuple d'Israël continue de traverser les secousses tragiques avec un espoir tenace pour les otages. C'est une atmosphère de douleur qui règne en Israël et pour tous les juifs de la diaspora. Mais au-delà de la stupeur, Tsahal continue de défendre le peuple juif et la vie continue parce que c'est la meilleure réponse à nos ennemis. Et dans cette suite-là, Jean-François Gutmann, bonjour. Bonjour Rafi. Alors je rappelle que vous êtes le président de l'OSE, vous êtes membre dirigeant du CRIF. Comment une grande organisation sociale comme l'OSE traverse cette période et comment se traduit votre solidarité? Mais avant de me répondre, je voudrais qu'on rende un hommage à l'ancien directeur général de l'OSE qui est décédé ces jours-ci et qui a été les funérailles ont eu lieu jeudi dernier. Oui Rafi, merci. Oui, effectivement, je voudrais dédier notre propos à la mémoire de Richard Josefsberg, qui a été non pas directeur général, mais directeur pendant 20 ans d'une des maisons d'enfants de l'OSE à Taverny et qui a ramené dans la vie des dizaines et des dizaines d'enfants. Donc il incarne à lui seul tout ce qui est le travail de l'OSE de la guerre, de l'après-guerre, mais aussi de l'OSE contemporaine. Et en pensant à lui, à sa façon d'être, c'était un mensch, un homme extraordinaire qui conciliait à la fois sa présence au quotidien des enfants, des adolescents, mais en même temps une réflexion pédagogique lourde. Il avait écrit une thèse de doctorat en sciences de l'éducation et voilà, c'était en soi un modèle d'inspiration. Le modeste président que je suis, on apporte l'intendance et l'environnement pour que des personnalités pareilles puissent s'exprimer au secours des enfants qui en ont besoin. C'est une marque de gratitude à l'égard de nos anciens qui ont façonné les grandes institutions comme l'OSE. Oui, lui-même, il n'est pas un ancien, il venait de prendre sa retraite, donc c'était la génération qui avait appris des anciens et qui avait su marquer dans leur propre travail du quotidien le message qu'ils avaient entendu de leurs anciens. Voilà. Alors, on traverse tout le peuple juif et Israël, cette atmosphère très lourde et inimaginable où les choses ne sont plus les mêmes avant le 7 octobre, après le 7 octobre. Alors, comment votre organisation sociale comme l'OSE traverse cette période et comment se traduit votre solidarité? Alors, je dirais que c'est difficile pour tout le monde et c'est difficile aussi pour une association comme la nôtre. Et en même temps, c'est à ce moment-là qu'on sent notre utilité. Alors, il y a eu un premier choc qui est national, qui est le Covid, l'après-Covid, la façon dont tout ça s'est inscrit dans le paysage social du pays, de la France. C'est très difficile. Et puis, s'ajoute évidemment le choc que vous venez de rappeler, et le choc de Simchat Torah. Alors, l'OSE a une tradition de travail dans les métiers de la psychologie, du psychotrauma. Et c'est vrai que nous avons en France eu la triste expérience d'avoir connu le Bataclan, l'Hypercacher il y a 10 ans. Et à ce moment-là, on avait vu qu'il y avait un besoin de soutien psychologique. Et on a mis en place à l'époque des dispositifs de soutien qui ont été les tout premiers en France, au point qu'ensuite les pouvoirs publics sont venus vers nous lorsque nous on est intervenu au lendemain de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher et 9 mois plus tard il y a eu le Bataclan et les pouvoirs publics sont adressés à nous aussi pour mettre en place des structures de soutien psychologique autour du psychotrauma. Aujourd'hui, c'est la même chose à l'échelle 100 en Israël. C'est-à-dire c'est dans un pays 10 fois plus petit, un nombre de victimes 10 fois plus grand.
Et on a éprouvé tout de suite le besoin de dire il y a en Israël, en France évidemment, mais aussi en Israël, des gens qui, même s'ils vivent en Israël, ont été élevés dans la francophonie et auront du mal à exprimer leur douleur autrement qu'en langue française. Donc on a mis en place un réseau de soutien psychologique à la fois en France, alors en français dans le cadre de l'ensemble des organisations communautaires avec un numéro d'appel. Et c'est aussi ce qu'on est en train de développer en Israël avec des partenaires israéliens autour du soutien psychologique dans la francophonie. Et on sait que, hélas... Il y a une collaboration directe. Voilà. Et notamment, je veux citer, alors en France avec l'AMIF, l'Association des médecins israélites de France, en Israël avec l'association des amis de l'hôpital Tel HaShomer à Tel Aviv et avec KIA, la branche israélienne de l'Alliance israélienne. Mais comment ça se traduit concrètement? Alors, concrètement, et je ne connais pas tout le détail, il faudrait qu'on fasse le point quelques semaines plus tard pour voir comment ça démarre bien. Des personnes peuvent appeler un numéro, sont orientées vers des psychologues ou des psychiatres de langue française en capacité d'écoute et de soutien et on a bien vu dans le triste épisode précédent que c'est pas en quelques semaines mais ça peut être sur plusieurs années qu'il faut apporter un concours à des gens pour réussir à revenir dans la vie, quoi. Alors, il faut quand même rappeler pour nos auditeurs peut-être l'historique de l'OSE. Depuis 1912, l'œuvre de secours aux enfants, plus connue sous son sigle OSE, poursuit ses missions pour l'enfance, le handicap, la santé et les soins, la dépendance, la mémoire de tous les âges. La vie de l'OSE est présente. L'OSE soutient, l'OSE continue d'aider, l'OSE accompagne et l'OSE reconstruit. Comment se porte aujourd'hui cette grande institution sociale ? Bien, vous avez très bien dit les choses, en 110 ans d'âge, donc, et chaque jour est un exercice à renouveler. Donc c'est déjà une grande fierté d'arriver à apporter une institution pareille à travers le temps. Et donc je ne vais pas vous cacher qu'il y a des moments enthousiasmants, il y a des moments plus difficiles, il y a des moments où on est sur des projets, il y a des moments où on gère le quotidien. Voilà, donc c'est la vie d'une grande institution. En tout cas, le fait qu'elle soit là, qu'elle soit toujours là, qu'elle puisse encore porter ses soins, porter ses réconforts est un sujet majeur. Et en même temps, tous les jours, il faut réfléchir, à réorienter, adapter, apporter les réponses les plus satisfaisantes, peut-être parfois se désengager de lieux où on a moins de raison d'être et réorienter nos efforts et nos moyens à des endroits qui sont plus lourds d'importance pour la communauté. Alors Jean-François Buttmann, vous êtes à la tête d'une équipe admirable de professionnels et de bénévoles et c'est une donnée qui est connue mais pas assez connue dans la communauté où un travail d'abnégation est réalisé tous les jours au sein de cette institution et vous continuez à protéger les enfants et ça demeure pour vous une mission historique pour l'OSE. Et c'est toujours 58% de votre activité globale ? Oui. Alors, c'est un des points à la fois d'enthousiasme et de complexité. C'est-à-dire qu'on a été amené, on est héritier de la période héroïque de la guerre, de l'après-guerre. Combien des enfants ont été remis dans le droit chemin. Il y a quelques jours, le CRIF a organisé avec le monde sportif une mission, enfin un voyage à Auschwitz pour un peu réveiller les consciences aussi. Et un ancien de l'OSE, j'ai suggéré qu'un ancien de l'OSE qui n'était pas très connu dans la communauté accompagne cette mission. C'était un ancien survivant d'Auschwitz qui, au lendemain de la guerre, a été accueilli par l'OSE et qui a fait un engagement enthousiaste dans le sport au point de devenir champion de France d'haltérophilie. Ah. Et donc, l'idée qu'un voyage de sportif de haut niveau soit accompagné par un sportif de haut niveau lui-même survivant des camps a été un truc extraordinaire. Voilà, donc c'est
c'est cela qui est l'histoire de l'OSE, c'est-à-dire de ramener, de faire le chaînon entre une histoire qui est en train d'être oubliée par les jeunes générations et le travail contemporain. Alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres douleurs, d'autres situations familiales, des enfants qui sont heurtés par des drames familiaux, il y a des orphelins, mais c'est moins le cas, mais il y a surtout des dissensions familiales, voire même pire, des agressions sur des enfants eux-mêmes qui ont été soustraits à la garde parentale. Très précisément, Jean-François Gutmann, l'OSE aujourd'hui, c'est 6 maisons d'enfants à caractère social. C'est un service de placement familial. D'ailleurs, le pôle de l'enfance qui est dirigé par notre ami Éric Gozlan, et il faut rendre hommage, tous ces travaux en direction, toute cette mission à l'égard des enfants, c'est quelque chose qui continue malheureusement à se développer. Oui, alors notre savoir-faire étant reconnu, y compris dans les milieux professionnels, on fait appel à nous et les juges pour enfants nous confient des enfants issus de la communauté, mais pas uniquement. Et donc, il y a toujours un mix de gestion d'un service public délégué par les pouvoirs publics et d'une écoute privilégiée des besoins de la communauté. Hélas, ces situations d'enfants en grave difficulté existent aussi dans la communauté juive. Il ne faut pas être dans le déni. Voilà. Donc, notre présence est également pour régler des situations. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous abordiez tout à l'heure la situation d'Israël. Il y a plusieurs centaines d'orphelins qui sont aujourd'hui des orphelins de la situation du moment, des attentats barbares, des pertes en vie de soldats ou de soldates qui laissent des enfants. Donc là aussi, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Comment nous, depuis la France, on peut assister, aider des situations qu'on a connues il y a 75 ans et qui aujourd'hui, hélas, réapparaissent. Alors l'OSE, c'est aussi pour que nos auditeurs aient une connaissance un peu du vaste programme de réalisation sociale de l'OSE. Il y a le handicap, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, l'OSE s'est progressivement engagé dans l'accompagnement et le soin aux personnes en situation de handicap. Alors comment cela se traduit sur le terrain ? On a 4 structures d'accueil de différentes situations de handicap. Du handicap très lourd pour des enfants de 10 à 20 ans, au centre Raphaël, à des situations où de handicapés, moins de personnes dans le handicap, mais qui continuent à pouvoir avoir un petit peu d'activité professionnelle à travers un établissement spécialisé d'aide par le travail. Donc, on a de l'ordre de 200 personnes frappées de handicap sous notre responsabilité, la plupart issues de la communauté, pas uniquement, mais la plupart. Mais la grande majorité de nos auditeurs, Jean-François Gutmann, ne connaît pas ce travail que vous faites derrière le rideau et dans l'ombre. Si vous voulez, heureusement que la grande majorité des gens n'ont pas ce sujet au quotidien à leur côté. Non, mais on verra comment ils peuvent vous aider. J'espère que ceux qui ont une relation familiale avec des personnes frappées de handicap connaissent notre adresse et savent nous trouver. Et puis surtout que tous ceux qui nous aident et d'autres qui pourraient nous aider ont conscience d'un rôle majeur qui est de s'occuper de personnes handicapées et également de personnes vieillissantes, parce que j'imagine que c'est la suite de votre propos, où on a développé une grande compétence dans le sujet des pathologies de type maladie Alzheimer. Alors, il y a aussi, à part le département qui s'occupe du handicap, il y a aussi la notion de la santé. C'est-à-dire l'OSE demeure un acteur incontournable du secteur médico-social. Alors comment, Jean-François Gutmann, comment fonctionnent les établissements aujourd'hui sous la responsabilité peut-être encore de Marc Cohen ? Alors Marc est en train de vouloir prendre sa retraite, mais on le retient tous les jours par les... Chaque année, il veut prendre sa retraite. Voilà, par les basques de son costume. Et donc, il faut aussi qu'on c'est devenu une légende, Marc. Voilà.
Oui, c'est une légende et tous ceux qui le connaissent comprennent pourquoi c'est une légende. C'est un garçon qui a un charisme extraordinaire. Maintenant, il faut, voilà, on a tous, il y a aussi le sujet de la passation, de la transmission. C'est vrai pour Marc, c'est vrai pour d'autres, ça va être vrai pour moi un jour. Et comment une institution qui a 110 ans d'âge transmet le témoin, voilà. Et donc autour de Marc, s'est créée une vraie compétence en gérontologie, en médecine d'une façon plus générale, mais en gérontologie. Et voilà, la question c'est, les besoins sont là, on le sait, avec le vieillissement de la population et le vieillissement de la communauté juive. Le vieillissement, parfois, s'accompagne d'une dépendance. Et comment aider des personnes qui sont dans la dépendance et plus encore les personnes qui accompagnent les personnes dans la dépendance, les conjoints, les enfants. Donc voilà c'est-à-dire que l'État, en réalité, l'OSE agit également dans la prise en charge de nos aînés. Est-ce à dire que parfois, l'État ne parvient pas sans l'aide des fondations sociales dans ce domaine? L'État fait des choses en direct, pas toujours de la meilleure façon. Et on voit bien la crise de l'hospitalisation publique actuellement. Et puis, est obligé de travailler avec les acteurs sociaux. Donc, il y a une tradition en France, quand bien même il y a la séparation de l'État et des cultes et des religions. On a bien vu qu'historiquement, les religions étaient... Pardon, je vais boire un peu. Y compris la religion catholique était historiquement impliquée dans le travail social. Donc l'OSE s'inscrit aussi dans cette tradition de voir une entité qui revendique son identité juive prendre en charge des sujets sociaux. Et on voit bien que la réponse apportée par une identité juive, notamment sur les personnes âgées, notamment sur la perte de capacité cognitive, donne une valeur ajoutée incontestable, y compris aux soins qu'on va apporter. C'est-à-dire que... Dans un de vos écrits, Jean-François Gutmann, pour nos aînés, l'OSE, vous dites, a accéléré la mise en œuvre de ces 2 nouveaux projets d'habitat inclusif à Paris et à Sarcelles pour que nos auditeurs comprennent. Ce sont 2 nouvelles solutions adaptées d'accompagnement? Oui, si vous voulez... c'est au maintien à domicile, voilà, la réponse classique qui a été faite jusqu'à présent sur le territoire français au problème du grand âge, c'était l'EHPAD. On voit bien, et le Covid est passé par là. Mais là, c'est à domicile. Voilà, donc la contre-proposition, c'est de dire, essayons de maintenir le plus possible à domicile avec des soins équivalents ou supérieurs même à ce qui est prodigué dans un EHPAD. Donc l'idée, c'est que on laisse des gens des personnes chez elles, ou bien on les réunit dans une microstructure d'habitation et on apporte des soins dans un modèle beaucoup plus soft, si j'ose dire, que ne l'est la solution EHPAD, qui parfois est incontournable. Et chacun sait qu'on a... nécessaire parfois. Voilà, mais chacun sait que chaque fois qu'on peut rester à la maison, ou chaque fois qu'on peut trouver une solution de substitution à l'hospitalisation ou au placement dans un établissement spécialisé, c'est mieux. Voilà. Donc on est en train de développer un concept d'habitation partagée et inclusif. Mais vous continuez aussi dans cette dynamique, pas simplement dans ce domaine. Vous êtes fidèle à votre rôle, Jean-François Gutmann, d'innovation au service de l'action. L'OSE a contribué aux réflexions nationales pour élaborer la nouvelle loi relative à la protection des enfants contre la violence faite aux enfants, adoptée par le Conseil de Paris. Vous avez été partie prenante? Oui, alors, tout à l'heure, j'évoquais la mémoire de Richard Josefsberg. Il y a quelques années, la ministre en charge de ces sujets, c'était sous le gouvernement de gauche de l'époque de François Hollande, Laurence Rossignol, qui préparait un projet de loi sur le sujet des enfants et avait demandé à venir nous voir en visite, j'ose pas dire privée, mais presque. C'est-à-dire que c'était pas une visite officielle, elle voulait voir par elle-même et se faire sa propre opinion. Et on a eu un déjeuner où elle a voulu partager le déjeuner avec les enfants
accueillis, et même des anciens enfants qui étaient ensuite devenus adultes, mais pour comprendre sans quoi la solution de la maison d'enfants méritait d'être regardée d'un peu plus près et d'être mieux soutenue. C'est ça que j'appelle l'inspiration qu'on peut porter, y compris à des politiques nationales. Parce que à l'époque, on disait le placement, c'est envoyer des enfants dans des maisons. Il y a une dénonciation de la violence institutionnelle dans les maisons, alors même que le maintien à domicile, le maintien autant que faire se peut dans les familles, c'est la solution à privilégier. On a dit non. Il y a des moments où il faut oser la rupture, où l'environnement du quotidien familial est tellement dégradé qu'il faut oser retirer l'enfant de la garde parentale. Voilà un sujet sur lequel, et ce sujet était tellement porté par Richard Josefsberg que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir rendre hommage à ses mémoires en évoquant cette visite ministérielle qui en était une au sens le plus lourd, le plus important, de la même façon qu'on a eu la chance de recevoir le président de la République, Emmanuel Macron, quand il a voulu mieux appréhender la façon dont on pouvait aider les aidants. Aider les aidants, c'est-à-dire les personnes qui sont au quotidien d'enfants handicapés, comment on peut mieux apporter un concours aux familles qui sont concernées par le handicap de façon collatérale. Donc on a vu le handicap, la santé, la dépendance, mais il y a aussi un point très sensible de l'OSE qu'on voudrait quand même, Jean-François Gutmann, rappeler à nos auditeurs, c'est la mémoire. L'OSE possède une histoire pour le patrimoine de la mémoire et l'une de ses missions. L'histoire de l'OSE pendant la guerre à travers ses réseaux clandestins, le sauvetage d'enfants. Comment transmettez-vous aujourd'hui cette riche et ce noble passé ? Là aussi, vous posez la bonne question. Et c'est aussi, on arrive au seuil d'une nouvelle génération. Donc aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir à nos côtés des survivants, des enfants accueillis, y compris des survivants des camps. Tout à l'heure, j'évoquais le témoignage de Léon Lefkovitch, ancien survivant du camp d'Auschwitz, de Buchenwald, accueilli par l'OSE, devenu sportif de haut niveau et qui vient témoigner devant des collègues aujourd'hui, des sportifs de haut niveau français au cours d'un voyage à Auschwitz. On est au moment où il va falloir passer le témoin, il n'y aura plus de témoins, nous-mêmes les enfants de ces héros ne seront peut-être plus là. Donc, comment transmettre ? C'est un sujet global pour la communauté. Nous avons des archives, on va les faire en sorte qu'elles soient conservées, microfilmées, accessibles mondialement, peut-être, parce que c'est important. Alors, voilà. Jean-François Gutmann, nos auditeurs ont écouté ce florilège d'actions que vous menez, de sensibilisation, vous occupez du sujet. Parfois, des gens ne sont pas au courant de cette détermination de l'OSE. Alors, une fois que je vous ai écouté, je suis auditeur, je suis de la communauté, comment je peux aider l'OSE ? Alors, le plus simple, c'est qu'on a quand même un site internet comme ose-france.org et vous allez dessus, vous découvrirez plein d'éléments d'information. Puis vous avez aussi une rubrique « Comment je peux donner ?» Et voilà, je serais ravi que vous passiez du soutien psychologique au soutien matériel et que vous puissiez apporter votre contribution à ce travail. On peut envoyer un chèque au 117 rue du Faubourg du Temple dans le 10e. Absolument. Jean-François Gutmann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci et Rafi. En tout cas, bravo pour ce que vous faites en Israël et en France. Merci beaucoup Rafi.